Bonjour à tous les amis, c'est Mr. Fox. Nous revoilà encore une fois dans ce décor avec ces LED et ce t-shirt pour revenir sur cette année cinéma qui a été très riche et très intéressante. Je parle bien sûr de l'année cinéma 2018. Autour de moi, je vois les bloods, les crips, les thugs, les filles dans les clubs qui se font slip une petite fiole dans leurs drinks. La mode, les clics qui violent, qui tirent sur un gars, qui met 3 balles dans son torse pour ses kicks. La drogue, les flics, un cop qui vide toutes tes poches puis s'en va rouler ton boss sur son chiffre. L'école, les clics, un gars invisible pète une coche, pogne un gun et tire dans le dos pour le thrill. Je vous l'avais dit en 2016, j'essaye de voir au moins une cinquantaine de films sortis cette année pour faire un top. Sinon, je considère que c'est pas bien, c'est pas bien pertinent et pas bien légitime de faire un top. En cette année 2018, j'ai vu 47 films et demi. Pourquoi et demi ? On verra tout à l'heure. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je fais un top malgré tout ? Et oui, 47 et demi, 50, ne boudons pas notre plaisir. D'autant que cette année, je ne fais pas de flop. Et non, comme j'ai vu que 50 films, je me suis concentré sur les bons, sur ceux que j'avais envie de voir. Et du coup, j'ai pas vraiment vu de mauvais films cette année. Pour être honnête avec vous, si je faisais un flop 3 des pires films que j'ai vus cette année, un flop 3, il y aurait First Man dedans. Et on est tous d'accord que First Man ne mérite d'être dans aucun flop. Je l'ai pas aimé, certes, mais le foutre dans un flop quand même, c'est ridicule. Donc pas de flop cette année, je vous parlerai dans les Outsiders de ce film qui m'a pas plu. Mais à part ça, non, on va se concentrer sur les bons. Alors comme chaque année, il y a des films que j'aurais voulu voir, qui auraient peut-être été dans le top, mais que je n'ai pas pu voir, faute de temps, faute de moyens, etc. En l'occurrence, cette année, je regarde la liste, il y a Black Landsman, Mirai, Phantom Thread, Jusqu'à la garde, Call Me By Your Name, Climax, Moi, Tonya, Shirkers, Annihilation, L'homme qui tue à Don Quichotte, bon, voilà. Ça arrive. Et puis il y avait des films que j'avais pas envie de voir, que je ne verrais pas, que je ne verrai peut-être jamais, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je les boycotte, enfin voilà. Là encore, en vrac, on a Infinity Wars et Black Panther, est-ce vraiment si étonnant ? Mektoub, Bohemian Rhapsody, Solo, bon voilà, je pense pas qu'on perde grand chose. Voilà, maintenant que ça c'est dit, commençons tout de suite cette vidéo 2018. Et puis avant de commencer, je signalerai que comme l'année dernière, j'ai fait une vidéo exclusivement pour les tipeurs, consacrée à mon année jeux vidéo. Donc si vous êtes tipeur, la vidéo sera disponible dans quelques heures si elle n'est pas déjà disponible. Vous irez voir la page des contreparties. Si vous n'êtes pas encore tipeur, n'hésitez pas à le devenir. Vous aurez accès à cette vidéo et à... Je crois qu'on en est à 5 ou 6 heures de contenu exclusif. C'est comme un abonnement premium en sorte, et en plus ça me soutient, donc... Et si vous n'avez pas envie de soutenir, ce que je comprendrai parfaitement, voici un résumé de quelques secondes de la vidéo. Pokémon Let's Go, c'est de la merde. Super Smash Bros, c'est très bien. J'ai enfin joué à Undertale et Céleste, jeu de l'année. Voilà, maintenant que ça c'est dit, démarrons tout de suite notre année 2018. L'an dernier, vous vous souvenez, je m'étais fixé le défi un film par jour, qui était tombé à 250 films dans l'année, et j'avais prévenu que je ne réitérerais pas le défi. Je m'étais fixé comme vague objectif de voir 100 films cette année. Est-ce que cet objectif a été atteint ? Oui. Largement même, j'ai regardé cette année, j'ai découvert cette année 123 films. À vrai dire, j'ai également profité de cette année pour faire quelque chose que je m'interdisais de faire l'an dernier, justement à cause du défi un film par jour, à savoir revoir des films que j'avais déjà vus. Et donc cette année, je me suis fait plaisir et j'ai revu 68 films que j'avais déjà vus. Donc un petit peu plus de la moitié que les films que j'ai découverts, ce qui n'est pas non plus indécent. Sur les 123 films que j'ai découverts cette année, 44 ont été vus en VO, 45 en VF, 33 étaient des films francophones et un film était un film muet. Donc comme l'année dernière, vous constatez que je regarde à peu près autant de VO que de VF. Donc voilà, comme on dit, les rageux peuvent maigrir. 40 films ont été vus au cinéma, dont 3 étaient antérieurs à 2018. Merci le Festival Lumière pour les diverses rétrospectives. Et donc c'est logique, 83 ont été vus chez moi, que ce soit en DVD, en Blu-ray, sur Netflix, ou par d'autres moyens que je ne nommerai pas. Enfin cette année j'ai vu 3 films en 3D et pour le coup les 3 au cinéma. Donc ça change de l'an dernier et ça fait plaisir. Parce qu'en vrai il n'y a rien de mieux que la salle de cinéma pour mater de la 3D. Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Concernant mes notes, j'ai majoritairement donné des 6, des 7 et des 8, comme l'an dernier, pas de surprise. Le film que j'ai le plus aimé et qui ne date pas de 2018, c'est Dernier train pour Busan, ou Busan, je ne sais pas. Grosse surprise, agréable surprise, vraiment, j'en attendais pas grand chose et le film m'a happé du début à la fin. Donc bravo, Dernier train pour Busan. Et puis le film que j'ai le moins aimé cette année et qui ne date pas de 2018,
c'est The Amazing Bulk, hein, qui n'a même pas le mérite d'être drôle, hein, c'est même pas un nanar, c'est juste un mauvais film. Donc désolé l'éditeur Bzz, je sais que vous avez crowdfundé pas mal et que vous avez poussé le film, vous aviez vraiment envie de le promouvoir, mais pour moi c'est quand même un gros pétard mouillé. Dans les mauvais films, il y a aussi Doute que j'ai vu cette année, mais pour le coup je saurais pas dire si c'est le pire film que j'ai vu cette année ou le meilleur. C'est toujours un peu problématique avec les nanars. Voilà pour l'année générale, maintenant penchons-nous un petit peu sur le top cinéma 2018. Alors au niveau chapitrage, ça va être très simple, on va commencer par parler des numéros 10 à numéro 4, c'est un top 10 cette année. Ensuite, je vous parlerai de quelques outsiders, des films qui ne sont pas dans le top, qui n'y sont même absolument pas, notamment le mauvais film, mais dont j'avais quand même envie de vous parler parce que voilà, c'est important. Et puis ensuite, on parlera des 3 premiers. Vous êtes prêts? Alors on commence tout de suite avec le numéro 10. Et en numéro 10, j'ai mis Avant que nous ne disparaissions, de Kiyoshi Kurosawa. Pour le coup, je remercie mon pote de toujours, Guillaume, hein, qui m'a, on va pas se mentir, traîné par la peau du cul pour aller voir ce film, qu'il avait très envie de voir. Et il est dans mon top 10, donc il a eu raison d'insister. Merci Guillaume. Et pour ceux que ça intéresse, parce que je parle assez souvent de Guillaume, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Il parle assez souvent de cinéma, il en parle bien, c'est cool, donc suivez-le. Avant que nous ne disparaissions, j'étais un petit peu craintif, parce que Kiyoshi Kurosawa, j'avais bien aimé Shokuzai, j'avais trouvé Reel très sympathique, mais Le Secret de la Chambre Noire, ça m'avait fait chier comme rarement un film m'avait fait chier. C'était intéressant, mais je me suis pas mal ennuyé. Donc, je savais pas trop quoi attendre de Avant que nous ne disparaissions. Et j'ai été très agréablement surpris, vous l'aurez compris. Alors je veux pas trop vous en dire sur le scénario du film parce que moi-même j'y suis allé sans rien en savoir et du coup j'ai été de surprise en surprise, donc j'aimerais bien que vous ayez le même ressenti. Si je devais faire malgré tout un petit pitch du film, je dirais que une jeune fille qui avait perdu un de ses amis de vue, le voilà qui réapparaît et il n'est plus du tout le même qu'avant. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est plus la même personne. Ah voilà, je vais pas trop vous en dire parce qu'encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé être surpris. Mes souvenirs du film sont plus très nets, en tout cas pas aussi nets que les autres films de Stop, parce qu'encore une fois c'était au tout début d'année. Mais j'ai un assez bon souvenir du film et je me souviens notamment que le film était vraiment barré. J'ai été surpris de bout en bout, c'est très amusant de voir comme le réalisateur se joue du spectateur et s'amuse à le titiller, à le surprendre, voilà, de manière jubilatoire. On sent que ça l'amuse, et ça nous amuse. Moi, je me souviens d'avoir rigolé plusieurs fois sur ce film qui, encore une fois, est vraiment décalé. C'est de la science-fiction fantastique, un peu barré, sans pour autant que ce soit non plus ultra délirant, voilà. Mais ça reste quand même un film assez réaliste, mais avec des petites pointes de folie qui font que je vous recommande énormément ce film, pour faire court. En numéro 9, Une affaire de famille. On reste dans les films japonais avec la Palme d'Or de cette année. Et là encore, j'y croyais pas trop. J'ai un mauvais passif avec les Palmes d'Or. Je trouve généralement que c'est le prix du jury qui est plus intéressant que la Palme d'Or. Hein. Mais voilà, Guillaume m'a dit, vas-y, je pense que ça va te plaire. Et décidément, il a du flair, ce Guillaume. Encore une fois, allez le suivre sur Twitter. Pour donner une idée de ce qu'est une affaire de famille, j'ai trouvé une formulation dont je suis assez fier. Peut-être que les cinéphiles dans les commentaires vont s'agiter en disant quoi, mais c'est pas du tout ça, tu vends pas du tout le film. Mais pour moi, c'est un petit peu un mix entre Mes voisins les Yamada et Visitor Q. C'est-à-dire qu'on a une famille japonaise classique, hein, avec le père, la mère, la grand-mère, le fiston, la fille qui est un peu plus grande et une petite fille, hein, donc un modèle qu'on connaît déjà. Mais ils sont pas nets. Enfin, ils sont pas nets, ils sont pas honnêtes, plus précisément. Encore une fois, je sais que c'est facile, mais bon, voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler, parce que le film est vraiment brillamment écrit, et il y a pas mal de retournements de situation. Disons que le point de départ de l'histoire, c'est une famille, donc voilà, un petit peu, voilà, qui, en rentrant du travail, découvre une jeune fille abandonnée sur le pas de sa fenêtre, qui est toute seule, ses parents sont pas là, voilà, elle a faim, machin, et ils décident de l'accueillir, au moins le soir, pour la nourrir et la faire dormir. Et puis, petit à petit, ils vont s'y attacher et ils vont l'adopter, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé ce film parce que, comment dire,
il pique ta morale. Le truc, c'est que ces personnages sont vraiment très attachants. Et ils sont aussi attachants qu'ils sont malhonnêtes, ce qui fait qu'à la fin du film, on sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les déteste? Voilà, surtout la manière dont tout ça évolue, dont les relations entre les personnages évoluent, dont on découvre un petit peu des choses de part et d'autre. Bah voilà, on sait pas si on les aime ou si on les déteste, et c'est ça qui en fait un film assez subversif, assez titillant, un film qui vous pique un peu, et je comprends qu'il ait piqué le jury de Cannes. Pas grand chose à dire de plus, parce que encore une fois, j'aimerais vraiment que vous découvriez le film par vous-même. Donc passons directement au numéro 8. Et le numéro 8, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. L'île aux chiens, pour tout vous dire, j'étais pas parti pour l'aimer. Décidément, dans ce top, il y a que des films que j'avais pas envie d'aimer. Et bah, c'est dire si l'année 2018 a été pleine de surprises. Oh, cette formulation de merde, sérieux. Il faut savoir que de base, je suis pas un très grand fan de Wes Anderson. Alors voilà, j'en vois déjà gueuler dans les commentaires, mais voilà, c'est un fait. J'ai pas vu tous ces films, mais par exemple, je me suis endormi devant La vie aquatique, que je trouve vraiment chiant. Alors vous allez me dire, oui, mais le Grand Budapest Hotel, etc. Et c'est vrai que le Grand Budapest Hotel, c'est très bien. La première fois, j'étais un peu sceptique, c'est la deuxième que j'ai commencé à rentrer dedans. Mais voilà, pour être honnête, je trouve que ce sens du cadre et de la mise en scène est mis au service de pas grand-chose, de personnages, d'une galerie de personnages pas forcément très attachants, pas forcément très intéressants. Voilà, encore une fois, je sens que ça va gueuler dans les commentaires, mais c'est un avis personnel. Personnellement, l'histoire de Grand Budapest Hotel ne m'a pas vraiment touché. Quant à l'autre film en stop motion de Wes Anderson, à savoir Fantastic Mr. Fox, parce que je vous vois venir dans les commentaires, « Oh, Mr. Fox, t'as pensé quoi de Fantastic Mr. Fox ?» Eh ben, moi je suis un gros fan du bouquin, j'ai grandi avec quand j'étais gamin, et le film n'était pas à la hauteur de mes attentes. J'en attendais plus de ce film, donc voilà, il a beau être assez réussi, hein, je suis malgré tout déçu du résultat. Donc voilà, même s'il n'y a pas de grief, même s'il n'y a pas de haine, et même si j'aime bien ces films, c'est pas non plus un amour fou entre moi et Wes Anderson. Et pourtant, L'île aux chiens m'a tapé dans l'œil. Parce que, enfin, j'ai l'impression que oui, le sens du cadre, de la mise en scène, de la photographie de Wes Anderson, son goût pour la symétrie, est mis au service d'un propos intéressant, d'une histoire intéressante, de personnages intéressants, ce que je ne trouvais pas dans le Grand Budapest Hotel. Et je précise encore une fois ce que je ne trouvais pas. On a ces personnages très attachants, cette histoire très attachante, ce lore très attachant. Je dirais, il y a véritablement un côté érudit dans la manière de conter cette histoire, de dépeindre le Japon, etc. On sent qu'on a affaire à un passionné. Et puis je parlais du sens, du cadre, de la photographie, etc. Mais il y a aussi la direction artistique du film, la manière dont ont été conçues les marionnettes, que je trouve bien plus réussi que Fantastic Mr. Fox. Parce que la DA a vraiment été mise au service, encore une fois, du sujet, des personnages, etc. Et il y a vraiment quelque chose de très réussi dans ce côté pourriture des chiens, ce côté flétrissure, ces personnages qui se décomposent sur place, ces morceaux de chair, de peau qui pendouillent, etc. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de fondamentalement crade dans cette DA qui marche de ouf. Et à l'inverse, hein, dans le portrait du régime totalitaire japonais, il y a aussi ce côté strict, ce côté voilà, carré, droit, machin, etc. qui rentre dans les clous. Qui est parfaitement retranscrit à l'écran. C'est ça qui me plaît dans L'île aux chiens, c'est que j'ai l'impression de voir enfin le talent de Wes Anderson, que je n'ai jamais nié, au service de quelque chose d'intéressant, au service de quelque chose qui met à profit tous les talents de Wes Anderson et de son équipe, parce que n'oublions pas son équipe. Les techniciens, les animateurs, tous les gens de l'image, mais également les comédiens, encore une fois en version originale, ils sont parfaits, j'ai déjà eu l'occasion de parler de la VF, mais voilà, en version originale, ils sont parfaits, et puis voilà, les décors, etc. C'est assez dingue. J'aime beaucoup L'île aux chiens, c'est mon Wes Anderson préféré. Bon, vous aurez compris que c'était pas très dur, mais c'est le premier Wes Anderson qui vraiment me touche au cœur. Le numéro 7 de ce top, c'est La forme de l'eau. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, que j'ai découvert assez tard en fait. Je l'ai acheté en Blu-ray et il a traîné pas mal dans ma Blu-ray Tech avant que je me dise, quand même, faut que je le voie, hein. Et j'ai eu raison. D'un autre côté, évidemment, je veux dire, c'est Del Toro. Quand bien même il n'aurait pas été dans le top, j'étais sûr de l'aimer. Mais il est dans le top. Alors c'est pas mon Del Toro préféré, et pour être honnête, je pense pas que ce soit le Del Toro préféré de beaucoup de gens. Sans doute parce qu'il est plus académique que ses autres films.
Comme d'habitude, Del Toro nous crie, nous braille son amour pour les monstres. Cette créature aquatique pleine de sentiments que t'as l'impression d'avoir déjà vu dans un autre film de Del Toro, peut-être Hellboy 2. Bon, c'est clairement pas le gars d'Hellboy 2, hein. C'est une autre créature, mais voilà, il y a des réminiscences. De manière générale, il y a des réminiscences des autres films de Del Toro. Ce qui fait, selon moi, la force de La Forme de l'eau, c'est cette forme de conte. Cette forme d'histoire fantastique, mélancolique, touchante effectivement, et qui est portée par ses personnages. Dans un bon conte, il faut des bons personnages. C'est pas le tout d'avoir une histoire, il faut des bons personnages. Et là, on a des personnages vraiment géniaux. Il y a cette fille muette, très intelligente, il y a sa collègue pleine de tchatch et de conviction et de force. Le voisin artiste mélancolique. Et surtout, ces deux personnages masculins géniaux, le militaire dont le nom m'échappe et l'agent double Dimitri. Qui sont, je trouve, formidables. En fait, plus que formidables, je les trouve fascinants. Ils ont une psyché, les deux. Ils ont une personnalité que je trouve assez brillamment écrite. Et puis on se laisse tellement porter par cette histoire. On a l'impression de redécouvrir un nouveau conte. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais selon moi, c'est vraiment cette forme de conte qui fait la force de ce film. Évidemment, il n'y a pas que ça. Je veux dire, visuellement, Del Toro, il assure toujours. Il y a cette scène de la salle de bain qui est techniquement irréprochable, qui est visuellement et en termes de mise en scène absolument brillante, et en plus incroyablement touchante et poétique et magnifique. Pour moi, c'est vraiment une des grosses scènes du film. Ça fait partie de ces moments de grâce du film, ces moments où tu as l'impression d'être dans une bulle, que tu es totalement dans ce conte, tu es totalement dans cette histoire, tu t'es totalement laissé porter jusqu'à maintenant, et la scène de la salle de bain, c'est une sorte de pinacle. Et là, je lève la main comme un poète de mon cul, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti devant le film. Je me suis laissé emporter comme un gosse à qui on raconte une histoire. Et c'est une belle histoire racontée par un brillant orateur. Numéro 6, Guy. Pourquoi personne n'a vu Guy ? Pourquoi ? Enfin, je sais pourquoi, je suis là en mode « pourquoi ?» Je sais très bien, il a été mal vendu, il est sorti au pire moment, soit, il a bidé, mais ça me rend très triste. Guy, c'est donc un film faux documentaire d'Alex Lutz, le Catherine, de Catherine et Liliane, si je ne m'abuse. Et c'est donc un faux documentaire qui raconte l'histoire d'un chanteur qui était à la mode dans les années 70 et qui aujourd'hui est ringard, comme tant d'autres chanteurs qu'on voit défiler un petit peu. Mais il est plus que ringard, il est surtout vieux. Il a des taches brunes, il parle avec plus de difficulté, il se déplace lentement, il est un peu sénile, un peu à la ramasse, et en même temps, il n'a rien perdu de son mordant, et il est malgré tout conscient de qui il est, de ce qu'il est. Et donc ce faux documentaire est tourné par un jeune homme dont la mère mourante a confié que, il était sans doute le fils caché de ce chanteur. Et c'est un film génial que j'ai pu découvrir en avant-première au festival On vous ment, qui est un festival de documentaires à Lyon. Je vous invite à vous renseigner, c'est un très bon festoche. Le film m'a beaucoup plu, c'est le genre de film français qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent au cinéma. Je tiens à préciser d'emblée, parce que je pense que c'est le cas d'autres personnes dans mon public, je n'aime pas Alex Lutz. C'est con et c'est gratuit, mais j'aime pas son travail. Son one-man show est absolument pas drôle. Catherine et Liliane, c'était selon moi un des pires moments de l'histoire du Petit Journal, à l'époque de la grande époque évidemment. Et le talent de mes amis, c'est naze. C'est naze. Et ça rend Guy d'autant plus admirable. Guy, j'ai l'impression vraiment que c'est un film personnel, que c'est un film qui vient du cœur, que Alex Lutz voulait faire à tout prix et qu'il emmerde les gens qui l'encourageaient à ne pas le faire. Voilà, c'est un film qui vient du cœur, c'est un film personnel, et ça se sent. Parce que c'est pas seulement un documentaire sur une star dépassée. Ça, déjà en soi, c'est un aspect vraiment très réussi du film. J'ai envie de dire que c'est un pied de nez et en même temps un hommage à tous ces chanteurs un peu ringards, voilà, ceux qu'on voit dans Star 80. Et voilà, il y a un côté attachant du personnage de Guy Jammet, donc ce chanteur ringard, qui a évidemment des faux airs de Claude François. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un film qui parle de la vieillesse, c'est un film qui parle de vieillir. Et moi, j'ai été beaucoup touché par ce message, parce que c'est un film qui nous parle aussi de nos grands-parents, de la manière dont on vieillit, dont on va vieillir, dont on voit les gens vieillir.
Et c'est brillamment écrit, brillamment construit et brillamment interprété. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est Alex Lutz qui joue le rôle de ce chanteur, aussi bien dans les flashbacks où on le voit jeune, et il est juste parfait, il a la tête à l'emploi, mais aussi de ce personnage vieux. Et au-delà du maquillage qui est très bien fait, très crédible, on y croit, on croit qu'il est vieux, vraiment. Au-delà de ça, dans la gestuelle, dans la parole, dans la voix, dans la manière de se présenter, etc., il y a vraiment un talent de personnification dans ce qu'a proposé Alex Lutz dans ce film. Alors vous dites peut-être, c'est un film tire-larme, c'est pas forcément ma tasse de thé. Non, c'est un film drôle quand même, hein. C'est un film drôle. Parce que le Guy Jammet, il a pas sa langue dans sa poche. Comme je l'ai dit, il est assez lucide de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu, de ce qu'il sera. Et encore une fois, ça rend le personnage extrêmement attachant. Le personnage de Guy Jammet est vraiment très attachant. Et on se plaît à le suivre pendant tout le film. C'est vraiment... Alex Lutz a réussi un tour de force. Je m'y attendais vraiment pas. Je suis sorti du film avec un sourire aux lèvres. Et évidemment, la chanson du film dans la tête. Et comme je suis partageur, je vous la mets aussi dans la tête. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, da do di do di da, et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, da do di do di da, et mon amour Reste à toi. Je crois qu'il sort en début d'année en DVD. Voyez-le. Vraiment. Je sais qu'il vous inspire pas confiance. Moi non plus, il m'inspire pas confiance parce que c'est Alex Lutz. Mais voyez-le. Vraiment voyez-le et vous en sortirez en vous disant putain, je veux voir plus de films français comme ça. Il n'y a pas d'autres films français dans ce top. Il y en a qui m'ont plu, attention. Hein, Le Grand Bain, I Feel Good, Astérix. Mais il y a pas d'autres films français qui m'a vraiment marqué autant que Guy. Et voilà, je sais qu'il paye pas de mine. Je sais que ça vous branche sans doute pas plus que ça, mais s'il vous plaît, voyez-le et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très plaisir. Je caresse le rêve que ce film se fasse une seconde jeunesse en édition DVD, même en piratage. J'ai envie qu'on réévalue ce film à la hausse et qu'il obtienne un succès au moins d'estime qu'il n'a pas eu en salle. Voilà, alors faites-moi plaisir, regardez-le. Numéro 5 de ce top, et est-ce vraiment une surprise qu'il y soit ? Roma. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Roma qui n'a pas déjà été dit par d'autres collègues cinéphiles? Pour commencer, en préambule, j'aimerais dire que je remercie le Festival Lumière de nous avoir donné la chance de le voir dans une salle de cinéma. Parce que voilà, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir voir les films Netflix en salle. Et ça l'est d'autant plus pour Roma parce que c'est un film qui profite vraiment du grand écran. Du reste, je trouve que la polémique avec Cannes, là, avec le Lion d'Or et toute cette histoire du syndicat des créateurs de cinéma français qui a gueulé, qui a appelé à boycotter Venise, c'est affligeant, je veux dire. Netflix produit des films et plutôt que de se remettre en question en mode « mais pourquoi on n'autorise pas les films Netflix à être diffusés en salle ?» on accuse Venise de donner des prix à des films qui sont pas dispo en salle. Je veux dire, c'est affligeant. C'est auto-centré, c'est obtus, c'est rétrograde, enfin c'est tout ce que tu veux, mais c'est vraiment immature, je trouve. Donc voilà, je prie pour qu'un jour nos syndicats et les lois un petit peu évoluent et que peut-être vous ayez l'occasion de voir Roma en salle. En attendant, voyez-le quand même sur Netflix parce que c'est un putain de film. D'abord, c'est un peu évident, c'est un petit peu gnangnan, mais c'est beau. C'est un film beau. Profondément. C'est un film qui est beau plastiquement d'abord parce que effectivement il y a un sens de la composition des cadres, il y a un sens du plan, etc. Bon, voilà, des contrastes de noir et blanc, c'est Cuarón. Cuarón, on sait qu'il maîtrise l'image. C'est pas nouveau. C'est un film moins agité que d'autres films comme Les Fils de l'Homme ou Gravity. On est sur un film plus posé. Et ça se sent dans la manière dont Cuarón a travaillé l'image. C'est également un film qui est beau techniquement, entre guillemets, c'est-à-dire que Cuarón, comme à son habitude, nous fait de très beaux plans séquences qui vraiment sont vivants et on s'ennuie pas une seule seconde et c'est seulement à la fin de la scène qu'on se dit « Ah putain, mais merde, c'était un plan séquence !» C'est fou. C'est également un film qui est beau en termes de performance, je sais pas trop comment le dire autrement, mais les comédiens
et devrais-je vraiment dire comédien, mais bref, les personnages sont incarnés de manière incroyable, viscérale, authentique, notamment les enfants. Je veux dire, on n'a jamais vu des enfants jouer aussi bien des enfants, parce que c'est le gros problème des enfants comédiens, c'est toujours, ça sent un petit peu toujours le fake, ça sent les cours de théâtre, etc. La force de Cuarón dans ce film, c'est d'avoir fait appel en grande majorité à des gens qui ne sont pas des comédiens, qui voyaient une caméra, enfin qui jouaient devant une caméra pour la première fois. Et c'est ce qui fait une des forces du film, c'est cette authenticité, encore une fois, qui se dégage du truc, et notamment, effectivement, du personnage principal, qui est hyper touchant, hyper authentique, et c'est formidable. Et du coup, j'en viens à ce quatrième point, il est beau émotionnellement, il te prend aux tripes. Il te prend aux tripes. Il m'a pas autant pris aux tripes que Gravity, par exemple, mais c'est un film qui vraiment est hyper prenant émotionnellement. Je veux dire, la scène de la plage, je veux pas trop en dire, mais la scène de la plage et la scène de l'accouchement, ces deux scènes sont ouf. Ces deux scènes m'ont pris en otage, si j'ose dire. J'étais agrippé à mon siège et j'étais en mode putain. C'est pas le seul film qui m'a fait ça, et encore une fois, c'était pas aussi fort que devant Gravity, mais c'est quand même très fort. Roma est beau, c'est ce qu'il faut retenir. Roma, c'est un film qui est vraiment beau. Alors voilà, il faut aimer les films de 2h15, très posés, avec très peu de musique, etc. Mais vraiment, si vous aimez ce genre de film, vous en aurez pour votre argent. Et même si vous aimez pas ce genre de film, vous pouvez être surpris. Moi, je suis pas habituellement un accoutumé de ce genre de film. Et là, pourtant, Roma m'a embarqué. Peut-être parce que c'est Cuarón. Parce que Cuarón, c'est un réalisateur qui a du talent, il faudrait quand même que vous commenciez à le comprendre. Alors, à l'heure où je tourne ce top, je suis toujours pas décidé de mon top 4, en fait. Je sais quels sont les 4 films, mais je sais pas dans quel ordre je les mets. Ça a pas tellement d'importance, hein, on va pas se mentir, en soi, c'est juste pour une vidéo YouTube, mais... Ah, j'hésite. Je sais pas qui mettre premier. Et je sais pas qui mettre quatrième, du coup. Allez, on va partir là-dessus. Ça marche. En numéro 4, je mets ex-aequo, De l'autre côté du vent et Ils m'aimeront quand je serai mort. Je préviens d'avance, ce sont deux films qu'il faut voir ensemble. Ne faites pas l'erreur qui a été la mienne de ne voir que De l'autre côté du vent. Voilà, moi je me suis décidé un peu en dernière minute de voir Ils m'aimeront quand je serai mort. Je l'ai vu aujourd'hui, pour être honnête, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et bordel, je suis très content d'avoir eu ce réflexe parce que les deux films prennent corps ensemble. Pour expliquer un petit peu de quoi il est question, parce que peut-être que vous n'avez pas la moindre idée de quoi je cause, De l'autre côté du vent est un film qui est sorti cette année sur Netflix et c'est un film d'Orson Welles. Oui, un film d'Orson Welles en 2018. De l'autre côté du vent, c'est un des nombreux films inachevés d'Orson Welles, et ces dernières années, si j'ai bien compris, on a enfin réussi à débloquer une situation juridique qui empêchait de récupérer les rushs et de finir de monter le film. Donc les rushs ont été récupérés, et me semble-t-il que c'est Peter Bogdanovich lui-même qui, en suivant les instructions d'Orson Welles, a terminé de monter le film. Bogdanovich ou un de ses potes, je ne sais plus, mais dans tous les cas, ça a été fait par quelqu'un de très respectueux du travail de Welles. Et ça nous donne De l'autre côté du vent, un film d'Orson Welles sorti en 2018, ouah, trop bien, putain. Et il y a Ils m'aimeront quand je serai mort. Ils m'aimeront quand je serai mort, ça raconte l'histoire de l'autre côté du vent. L'histoire à son origine. Et je pense qu'il faut vraiment voir les deux films pour saisir vraiment de quoi il est question. Me concernant, De l'autre côté du vent est un film qui m'a fait forte impression quand je l'ai vu au Festival Lumière. Encore une fois, merci au Festival Lumière. J'étais captivé par ce que je voyais. Je sentais que je voyais quelque chose d'intéressant. Je sentais que je voyais quelque chose qui, même s'il était fouillis, même s'il partait dans tous les sens, même s'il était très riche, était plein de bonnes idées et vraiment d'une vision de réalisateur. Mais malgré tout ça, j'ai pas vraiment adhéré au film à 100%. J'avais un petit peu de recul, j'arrivais pas forcément à m'accrocher à ce point au film. Donc je suis pas sûr qu'il aurait été dans le top. Je l'aurais trouvé très intéressant, j'aurais certainement voulu en parler, mais dans le top, peut-être pas. Mais fort heureusement, j'ai vu Ils m'aimeront quand je serai mort, qui est selon moi un des documentaires les plus importants sur le cinéma. Il y en a eu des très bons, des documentaires sur le cinéma ces dernières années, mais Ils m'aimeront quand je serai mort, ça parle d'un réalisateur tourmenté, ça parle d'un film malade, et ça parle de toute une époque. Ça parle d'Orson Welles, évidemment, qui est un sacré personnage, je veux dire, on le savait déjà depuis un bon moment, mais là, c'est
c'est quand même acté. Ça parle d'un film dont on peut voir le résultat cette fois-ci. On n'est pas comme dans Jodorowsky's Dune ou dans Lost in La Mancha. On est plutôt au cœur des ténèbres, le film sur Apocalypse Now. On comprend un petit peu mieux de quoi il est question, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire de l'autre côté du vent. Mais surtout, ensemble, les films nous montrent quel était vraiment le projet d'Orson Welles. Ils nous le montrent et en même temps ils entretiennent la confusion. C'est un adjectif qui va vous venir à l'esprit si vous voyez l'un de ces deux films, n'importe lequel, confus. Vous allez être perdu, vous allez être embrouillé, vous ne saurez pas sur quel pied danser. Moi devant les deux films, j'étais en mode... Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est très intéressant. Que ce soit le film ou le documentaire, les deux sont montés de manière assez anarchique et pourtant construite. Il y a beaucoup d'intervenants dans Les M'aimeront quand je serai mort, tout comme il y a beaucoup de scènes, beaucoup de personnages, beaucoup d'actions et beaucoup de plans de l'autre côté du vent. Et la fin de Ils m'aimeront quand je serai mort, je me permets de vous la spoiler, mais en soi c'est un documentaire donc c'est pas le plus important cette fin, c'est que Orson Welles, au moment où il a lancé le film, disait mais si ça se trouve, la manière dont va être filmer ce film, la manière dont va être réalisé ce film sera plus intéressant que le film lui-même. Et c'est ça. C'est ça, personnellement, je trouve Ils m'aimeront quand je serai mort meilleur que de l'autre côté du vent. Pourtant, les deux sont indissociables. Je vous encourage vraiment à voir les deux. Mais c'est une expérience particulière. Là, on est en 2018, on respire un film d'Orson Welles. C'est quelque chose d'assez grisant, je trouve. Il y a quelque chose d'assez magique dans cette expérience de redécouvrir Orson Welles en 2018 avec des images qui datent d'il y a 30, 40 ans. C'est particulier. C'est particulier, mais si vous êtes un brin cinéphile, je vous encourage vraiment à voir ce diptyque qui vaut vraiment le coup d'œil. Voilà pour les top 10 à 4, et avant d'entamer le top 3, comme convenu, je vais parler de quelques outsiders, quelques films dont je voulais parler. Alors on va commencer par parler tout de suite du mauvais film. Je vous aurais bien dit quelques mots sur le lamentable Full Metal Alchemist Netflix, enfin plus précisément film live distribué en France par Netflix, mais je n'ai tenu qu'un quart d'heure. C'est pour ça que je vous parlais de 47 films et demi, parce qu'on ne peut pas vraiment compter Full Metal Alchemist, j'ai arrêté au bout de 20 minutes. En fait, j'étais scandalisé par ce que je voyais. Vraiment, je peux vous parler de ces 15 premières minutes, j'étais outré. Moi, j'étais tout content à l'idée de voir un film Full Metal Alchemist, ouais, trop bien. Et non, c'est de la merde. L'an dernier, il y a eu tous ces gens qui critiquaient le film live Death Note, mais au moins, le film live Death Note, il essayait d'être quelque chose. Full Metal Alchemist, c'est rien. C'est nada, c'est de la merde. Ah, ce film m'énerve, rien que d'y repenser, ça m'énerve. Cette scène d'intro, putain, mais que c'est laborieux. Le film, de manière générale, ces 20 premières minutes sont laborieuses. Putain, il n'y a aucune énergie, aucune tension, il n'y a rien. Je veux dire, il y a plus d'énergie dans les pages du manga que dans ce film. Et je parle même pas des versions animées, hein, je parle des pages. Les pages dégagent un tel dynamisme, une telle énergie dans les scènes d'action, dans les scènes de dialogue, etc. C'est tellement plus vivant que cette merde. En termes de photographie, c'est bien simple, il n'y a rien. C'est chiant comme la mort, il y a aucune personnalité, aucune prise de risque, aucune invention, aucune patte, aucune touche, il y a rien. En termes de réal, c'est de la caméra à l'épaule, naze. Les effets spéciaux sont tout pétés, les costumes sont tout pétés. Je veux dire, c'est des cosplayers, c'est clairement des cosplayers. C'est bien simple, j'avais l'impression d'être en face d'un fan film. Je veux dire, c'est cette photographie inexistante, ces cosplayers du dimanche, ces FX tout pété et cette réalisation qui n'en est pas une, caméra à l'épaule. Si j'accepte pas ça de Noob Film, vous vous doutez bien que je vais pas accepter ça de Full Metal Alchemist. C'est mou, c'est chiant, c'est mal joué. J'apprécie l'effort d'avoir rappelé le cast de l'AVF de la série animée, mais ils peuvent pas faire de miracle sur des performances aussi médiocres. Et attention, j'ai vu des gens défendre le film en disant oui, mais c'est le jeu d'acteurs japonais. Non, je suis désolé. Dans mon top, il y avait Une affaire de famille et Avant que nous ne disparaissions, des japonais qui jouent bien, je sais les voir. Full Metal Alchemist, non. Full Metal Alchemist, c'est un concours de cosplay, hashtag ça tourne mal. Et ce qui me rend le plus triste avec ce film, c'est que pour certaines personnes, ça a été le tout premier contact avec cet univers incroyable qu'est Full Metal Alchemist. Et ne venez pas me dire que non, c'est que des gens qui connaissaient déjà l'univers qui l'ont vu, hein. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui n'avait jamais vu Full Metal Alchemist, jamais lu Full Metal Alchemist, et qui a regardé le film en se disant, bah pourquoi pas, c'est le nouveau original Netflix, machin, c'est adapté d'un animé à succès, j'ai envie de voir ça.
Et ça me rend triste, putain. Que le premier contact de certaines personnes avec Fullmetal Alchemist, ce soit ce film, ça me rend triste. Death Note Netflix est une bien meilleure adaptation de manga que Fullmetal Alchemist Netflix, je n'ai pas honte de le dire. Enfin voilà, encore une fois, je dis tout ça alors que j'ai vu que 20 minutes, mais vraiment, je n'ai pas tenu plus de 20 minutes. C'était... si je l'avais vu au cinéma, je serais parti. Vraiment, j'avais honte de ce que je regardais. Voilà, donc le mec qui dit qu'il va pas parler d'un film, il fait 5 minutes dessus. Donc parlons du seul mauvais film que j'ai entièrement vu cette année et qui date de 2018, Fleuve Noir. Tout à l'heure dans l'intro, j'ai parlé de The Amazing Bulk en disant que c'était un film qui n'avait même pas le mérite d'être drôle. Amazing Bulk, j'aimerais vraiment comprendre comment ce film a été conçu, parce que voilà, tous ces décors en fond vert, ces FX hasardeuses, ces acteurs médiocres. Perso, la seule explication que je vois, c'est que les gars qui ont fait ce film se sont dit, plutôt que d'écrire un scénar ou des storyboards ou machin, on va tourner le film à la cheap pour le présenter au studio pour en faire une version au budget. Aucun studio n'en a voulu et du coup ils se sont dit bah puisque c'est comme ça, sortons-le tel quel, faute de grive on mange des merles. Je vois que ça comme explication pour sortir un film aussi pété. Parce que je ne vois pas comment on peut sortir The Amazing Bulk en se disant ce film est bien. Vraiment je ne pense pas, je pense qu'à aucun moment cette pensée n'a traversé l'esprit de quiconque de l'équipe. Pourtant c'est pas un film cynique à la Asylum, c'est un entre-deux bizarre. Ce qui fait que pour moi, The Amazing Bulk n'est pas un nanar. À l'inverse de Fleuve Noir. Je suis allé voir Fleuve Noir en toute bonne foi avec un pote. Non, c'est pas vrai. J'ai vu l'article sur Nanarland, je me suis dit, attends, ce serait trop con de louper une occasion de voir un nanar au cinéma. J'avais déjà eu la super expérience de voir The Room cette année au Comédia. J'étais en mode, attends, j'ai envie de renouveler l'expérience. J'ai appelé un pote, on y allait. Mais on est entré dans la salle en se disant, on va prendre le film pour ce qu'il est. Il faut pas qu'on rentre en se disant « Ah, qu'est-ce qu'on va rigoler ?» Parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne pas aimer un nanar, selon moi. S'installer en disant « Ah, le film va être tellement nul qu'on va bien rigoler », à part dans de très rares cas, ça ne marche pas. Il faut qu'on prenne le film pour ce qu'il est, et le rire, normalement, doit venir de lui-même. Et ça a totalement été le cas pour Fleuve Noir. C'était magique. On a été 3 dans la salle, on a commencé à rigoler, on culpabilisait un petit peu avec mon pote Maxime de rigoler. En tout cas, moi, je culpabilisais et ça m'a rassuré de voir que le 3e larron qui était dans le public rigolait aussi. Fleuve Noir, c'est censé être un polar adapté d'un roman à succès avec une affaire horrible de disparition de gamins, etc. Et son prof de français un peu chelou et le flic hardboiled, alcoolique, etc. Et c'est hilarant. Il faut savoir qu'à la base, c'était Depardieu qui était censé jouer le rôle du commissaire alcoolique, et je suis sûr qu'il aurait été formidable, mais il s'est décommandé au dernier moment, et c'est Cassel qui l'a remplacé, sans avoir eu le temps de préparer le rôle, et du coup, Cassel fait de la merde. Il cabotine comme rarement Cassel a cabotiné. Et c'est délicieux. Encore une fois, on a commencé le film en le regardant sérieusement, en se disant de quoi ça va parler, on suit l'histoire. Et puis au moment où Cassel se servait son 3e verre de vodka, le soir du meurtre, parce qu'il braille toutes ses répliques, il te gueule dessus, tu comprends pas pourquoi. Et donc au 3e verre d'alcool, il était en mode soir du meurtre, et que je tape, parce que bon, les poissons, t'es bête. On était mort de rire. Au bout d'un moment, c'était même un jeu de voir comment Cassel allait réagir face aux bouteilles d'alcool. À un moment, il va chez la mère du disparu et il rentre dans la salle. Et pour vous refaire la scène, disons que ça, c'est la bouteille d'alcool, c'est le meuble à alcool. Et il rentre dans la salle et il est en mode « Et sinon, le soir du meurtre, qu'est-ce que... » Et, le soir du meurtre... Et je peux me servir On était mort de rire. La façon dont il regardait amoureusement la bouteille, c'est à mourir de rire. Donc on a Cassel qui joue le flic alcoolique de manière outrancière, et à côté on a Romain Duris qui aimerait faire un personnage profond de mec chelou, mais il le surjoue aussi tellement. C'est-à-dire qu'il va comment dire, vous savez, inspecteur, quelque part, moi j'aimerais dire que le jeune qui a disparu, il est, enfin, c'est affligeant. C'est affligeant. C'est une autre forme d'affligeance que Cassel. Je rigolais moins. Mais
c'était plus pathétique. Cassel, c'est hilarant, Duris, c'était pathétique. Mais au bout d'un moment, le pathétique, on en rigole, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et là, pour le coup, c'est un vrai nanar, parce qu'on sent que le réalisateur, il croyait dans son projet. Les acteurs, pas du tout. Cassel, je veux dire, il est en roue libre, Duris aussi. Sandrine Kiberlin, elle a dit à la radio qu'elle avait pas aimé le film, qu'elle avait pas aimé participer au film. C'est hilarant. C'est hilarant. Et puis Nanarland a mis le doigt sur des points essentiels, à savoir que oui, généralement, un flic alcoolique, bourru, qui compte, qui a l'air de comprendre rien à rien, ce qui fait la force de ce genre de personnage, c'est que au final, c'est eux qui ont raison, comme Colombo, vous voyez, il paye pas de mine, il a l'air un peu simplet, et pourtant il tape juste. Et Cassel ne tape jamais juste. C'est-à-dire qu'à la fin de l'enquête, il va se rendre compte qu'il avait faux du début à la fin. Et à aucun moment, les actions pathétiques du personnage ne vont être cautionnées. C'est-à-dire que pendant tout le film, Cassel est montré comme un flic totalement irresponsable et incompétent. Et jamais le film ne va nous le nier, quoi. C'est assez fascinant de voir Fleuve Noir. Moi, je vous conseille Fleuve Noir. Vraiment. Pas tout seul. Avec un pote, et comme je vous dis, essayez de le regarder au début au premier degré, parce que selon moi, c'est la meilleure manière d'apprécier un nanar. Si vous le regardez en vous disant « Ah, on va se marrer », il y a toujours moyen d'être déçu parce que c'est pas à la hauteur de vos attentes. C'est peut-être ce qui s'est passé avec Bulk, d'ailleurs. Donc voilà, voyez Fleuve Noir. Restons dans le cinéma français avec Budapest. Le film a bidé, c'était... à la fois prévisible et pas prévisible. Je pense que l'équipe du film, le distributeur, etc. espérait un succès digne de Very Bad Trip. C'est comme ça qu'ils le vendaient. Sauf que Budapest n'est pas Very Bad Trip. Ça me rend très triste que le film ait bidé. Vraiment, ça fait partie de ces échecs qui me minent. Pas autant que Guy, mais je suis quand même triste que ça ait bidé Budapest. Parce que c'est un film qui a des qualités, mine de rien. D'abord, en termes de comédie française, c'est clairement un film au-dessus du lot en termes de mise en scène, parce que ça a été confié à Xavier Jeans, que Xavier Jeans, c'est quelqu'un qui, s'il est parfois un peu outrancier dans ses effets, reste quand même un cinéaste qui a des idées, et qui sait les mettre en œuvre, donc on a vraiment quelque chose, je trouve, d'intéressant dans Budapest, en termes de mise en scène. Il y a des propositions, bon, certaines marchent, d'autres marchent pas, mais au moins on a envie de faire quelque chose. D'autre part, c'est une comédie audacieuse qui, même si elle en a l'air, tombe rarement dans la vulgarité crasse, c'est-à-dire que derrière les scènes vulgos, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours soit un point de scénario important, soit une caractérisation des personnages, soit un message, soit ce genre de choses. Mais la vulgarité n'est jamais gratuite et surtout la vulgarité n'est pas un gag en soi. Et puis en termes d'écriture, moi ce que j'ai bien aimé dans Budapest, c'est ces personnages féminins qui sont pas de vulgaires potiches comme on pourrait le croire si on regarde la bande-annonce. Les personnages féminins sont des personnages intéressants. La meuf de Jonathan Cohen, je trouve, c'est un personnage féminin fort qui sert pas de prétexte et qui va être un point important de l'intrigue, mais sans jamais tomber dans le cliché, sans jamais être dans le... Voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans ce personnage-là. Et la meuf de Manu Payet, c'est pareil, on est aux antipodes du cliché de personnage féminin, de femmes de protagonistes qu'on est en droit de voir. Même les protagonistes masculins, je les trouve intéressants. Il y a les personnages sont mieux écrits que dans la moyenne des comédies françaises. Alors bon, voilà, tout ça est encore perfectible. Je dis pas que c'est la comédie de l'année, elle est pas dans le top 10, mais il y a vraiment de l'idée. Je trouve dommage de pas avoir récompensé plus que ça la prise de risque qui est Budapest. Et alors, incroyable Lutz volte-face, et je sens que ça va spammer les commentaires de messages insultants, mais parlons de Moutafoukaz. Calmez-vous la race avec Moutafoukaz. C'est horrible de dire ça, j'en suis conscient, mais vous m'avez tous saoulé avec Moutafoukaz. Alors qu'il a bidé, c'est ça le plus fou. C'est-à-dire qu'il faut croire que tous les gens qui ont vu Moutafoukaz se sont sentis obligés d'en parler. Un peu comme les gens qui votent Asselineau, tu vois, on croit qu'ils sont des milliers, alors qu'en fait c'est juste que ils sont tous à commenter. Putain, je vais encore être obligé de virer cette vanne comme la vanne sur Astier. Alors, qu'est-ce que j'entends par « calmez-vous un peu avec Moutafoukaz » ? J'entends qu'il a été énormément encensé autour de moi, en tout cas, sur ma timeline, dans mes lives. On est beaucoup venu me dire « T'as pensé quoi de Moutafoukaz ? Est-ce que tu trouves pas que c'est un film d'animation incroyable, grande prise de risque, machin, etc. Le cinéma français avait besoin de ça, etc. » Alors, oui, mais non.
Déjà, niveau film d'animation français, il faut rappeler quand même qu'une grosse partie de la production, qu'une grosse partie de l'animation a eu lieu au Japon avec le studio 4C ou 4 degrés, je sais jamais comment ça se prononce, mais voilà, clairement, une grosse partie de l'animation a été faite au Japon. C'est bien beau de dire, ah, l'animation française, etc. Certes, c'est une production en Kama, mais il y en a quand même une grosse partie qui a été faite au Japon. Mais c'est vrai que le réalisateur est français, que le réalisateur, c'est l'auteur de la BD originale qui est une BD française, nanana. Mais voilà, faut pas oublier que c'est pas vraiment, disons que si on dit film d'animation française, c'est pas à lui que je pense. Je vais plutôt penser à des films comme Zombielenium ou Dofus pour rester dans les productions en Kama. Et puis concernant le film en lui-même, j'ai l'impression que sous prétexte qu'on était trop content de voir un film d'animation pour adultes, on en a occulté tous les défauts. Parce que Mutafukaz, il est bourré de défauts. C'est un film qui est hyper confus, qui veut trop en donner et qui du coup se perd dans ses thématiques, dans ce qu'il veut montrer, même dans ses scènes d'action. Il y a quelques scènes qui surnagent, la poursuite avec la voiture glacier, et c'est une scène qui m'a marqué. Mais sinon, du reste, c'est assez confus, on comprend pas où ça va. C'est à la fois assez téléphoné et à la fois trop barré pour qu'on puisse suivre. Les personnages sont pas tous super attachants, hein. Il y a vraiment deux poids deux mesures, on va dire. Le casting voix est réussi, certes, mais comme pas mal d'autres, hein, j'ai des réserves sur Orelsan et Gringe. Hein. Autant Aurel, j'étais vraiment convaincu sur One Punch Man, autant voilà sur Angelino, c'est moins sûr. Gringe, lui, ça va, mais Orelsan, moins sûr. Mais voilà, fallait une tête d'affiche pour vendre le film. Bon, bah voilà. Après voilà, le film a des qualités. Encore une fois, il y a quelques scènes assez cool. Et puis la BO est vachement cool, je trouve. Mais je pense pas qu'il faille faire tout un foin autour. Je pense qu'on s'est senti un petit peu pousser des ailes parce que c'était un film d'animation français, encore une fois je mets des guillemets, pour adultes. Et je pense qu'on s'est un petit peu touché la nouille là-dessus en mode ah enfin, machin, etc. Je pense pas qu'on ait besoin que le film soit orienté et marketé adulte pour être heureux d'avoir un film d'animation adulte. Pour moi, Zombielenium est tout aussi adulte que Mutafukaz, si ce n'est plus, parce qu'il parle quand même pas mal de syndicalisme, d'exploitation, etc., ce genre de choses, hein, derrière son côté peut-être plus adolescent. Je pense qu'il y a ce côté un petit peu subversif qui a fait qu'on s'est senti pousser des ailes. Si vous voulez parler d'animation française pour adultes, matez plutôt Vermine. Vermine et Pipoudou, même si c'est un autre style, mais matez de manière générale les séries Bobby Pills. J'ai pas encore vu Crisis Young, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Donc nul doute que je me jetterai dessus très prochainement. Mais voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux productions Bobby Pills et même à d'autres productions qui payent pas de mine mais qui peut-être peuvent aussi bien plaire à des adultes qu'à des enfants. Le dernier Astérix par exemple. Ou encore, même si c'est pas français, le dernier Spider-Man qui est clairement plus orienté adulte qu'enfant. Le dernier Spider-Man ou Les Indestructibles 2. En termes de thématique, en termes de public, en termes de message, c'est deux films d'animation qui sont plus orientés adultes. Derrière leur marketing enfant. Donc plutôt que de chercher à tout prix un film d'animation subversif, marketé adulte, etc., est-ce qu'on pourrait pas juste se contenter de ce qu'on a et de voir le côté adulte des productions peut-être plus mainstream? Je pose la question. J'espère que Mutafukaz ouvrira la porte à d'autres films d'animation estampillés adultes qui seront peut-être moins fouillis, moins confus, machin, etc. Attention, je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais bon, voilà. Cessons de déifier ce film. Pour terminer avec les films français, j'aimerais parler très brièvement du livre d'images de Jean-Luc Godard que j'ai vu au Festival Lumière. Je sais que d'autres camarades vidéastes n'en ont pas pensé du bien et je pense très sincèrement que ils sont pas très fut-fut dans leur analyse. Je t'emmerde, hein? Non! Je pense pas que Jean-Luc Godard se foute de la gueule de son public ou se foute de la gueule du cinéma français. Certes, il y a un petit peu de cynisme dans sa démarche, mais je pense pas que le livre d'images soit un film cynique. Ce que je peux vous dire du film, c'est que je n'ai rien bité. Je n'ai rien bité, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si j'aime ou je déteste ce film. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Alors, si j'ai bien compris, il va passer sur Arte en 2019, donc n'hésitez pas à le regarder, même en replay, j'imagine qu'il sera en replay. N'hésitez pas à le regarder à sa diffusion, parce que
C'est un film à voir. Je pourrais pas vous expliquer le pitch du livre d'images parce qu'il n'y a pas de pitch, il n'y a pas de scénario, à vrai dire, il n'y a même pas d'acteurs. C'est des montages et remontages avec plein d'effets de films, d'archives télévisuelles, etc. Avec une voix off. C'est un film expérimental, clairement. C'est un vieux de 90 balais ou 80, je sais jamais, Godard, qui s'enjaille dans son garage, tout seul comme un grand. Alors, voilà, je pense que ça a été un petit peu survendu, que ce soit à Cannes ou au Festival Lumière, en mode le Godard, incroyable, etc. Je pense pas que ce film ait la prétention d'être incroyable, mais ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose dedans. Je saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose dedans. C'est un film que je saurais pas analyser, il faudrait que je le revoie déjà, et j'ai pas spécialement envie de le revoir, pour être honnête, hein. Mais j'ai été totalement fasciné et j'ai pas réussi à décrocher les yeux de l'écran pendant toute cette heure et demie qu'a duré le film. J'étais hypnotisé par ce que je voyais. Je n'ai rien compris à ce que j'ai vu, mais j'étais hypnotisé. C'est con ce que je vais dire, mais je le pense vraiment. Il y a quelque chose de très YouTube poupesque dans ce film de Godard. C'est vraiment du YouTube poop. Je pense que si Jean-Luc Godard matait un petit peu ce qui se faisait sur Internet, il kifferait les YouTube poop. On est dans de la YouTube poop intellectuelle. Raconter des choses avec du montage et en même temps faire des montages un peu abscons qui ne veulent rien dire, qui parfois déclenchent le rire. Hein. Dans le public, ça riait. Voilà, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette histoire. Un peu comme dans le Morsay Mad Festival ou dans Bonne Nuit les Tipeux qui est sorti cette année, qui est incroyable. Voilà, c'est particulier. Enfin, pour terminer avec les Outsiders, j'aimerais parler quelques instants de The Predator de Shane Black. Un film quasiment unanimement détesté sur Twitter, en mode il a rien respecté, Predator, cette légende bafouée, John McTiernan doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est pas mort. Et j'ai vu aussi des gens dire oh là là, c'est tellement moins bon que Predator et Predator 2, comme si Predator 2 était bon. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Moi je pense que c'est un bon film, The Predator. Et je le pense très sincèrement, et pourtant je suis un grand fan du premier Predator de John McTiernan. Simplement, je pense que vous l'avez pas accueilli comme il se doit. Pour vous resituer un petit peu mon expérience, l'expérience que j'ai vécue en allant voir The Predator, moi je m'installe, je vois Shane Black Movie, Predator, etc. Je suis en mode yes, cool. Et d'un seul coup, piou, 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 vaisseau de l'espace, piou, 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 oh mon dieu, attaque alien, tchou. J'étais en mode oula, quoi, qu'est-ce que c'est que ce début de film? Je vois un Predator plein cadre, pleine lumière, bien éclairé, alors que voilà, la force de Predator premier du nom, c'est qu'on ne voyait quasiment jamais le Predator. C'est que c'était une menace invisible. Et là, je le vois plein cadre, se baladant tranquillement dans son vaisseau spatial. J'étais en mode quoi? De quoi? Qu'est-ce que c'est que cette foutaise? Et je regarde le début du film, je regarde machin, etc. Je comprends pas de quoi il est question. Je suis un petit peu, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois les différents personnages, je vois déjà qu'on n'est pas du tout dans une unité de lieu et de temps et de décor. Et je suis en mode quoi? Mais qu'est-ce que quoi? Je comprends pas. Qui sont ces personnages? Pourquoi je vois un gamin? Pourquoi je vois une scientifique, etc. Et puis arrive la scène dans le bus. Où on voit le militaire du début, dans un bus avec d'autres estampillés tarés, etc. Et c'est là que j'ai tilté. Et c'est là que j'étais en mode « Ah, mais oui, je suis con. Mais je suis débile, comment j'ai fait pour l'oublier ?» C'est un film de Shane Black. Shane Black, c'est pas un réalisateur de films d'action, c'est un réalisateur de comédie. Et The Predator, c'est une comédie. Comment j'ai pu à un seul moment envisager The Predator comme autre chose qu'une comédie? C'est dingue, comment j'ai pu me laisser avoir? Et il y a des gens qui râlent en disant « Oh là là, il a massacré Predator, il a massacré la mythologie Predator. » Les gars, soyez pas surpris, il avait fait exactement la même chose avec Iron Man 3. Et c'était génial. Iron Man 3, c'était pour moi un des derniers films Marvel où on sentait vraiment une patte de réalisateur. En l'occurrence, celle de Shane Black. C'est un mec qui s'est amusé à nous vendre un mandarin avec Ben Kingsley, incroyable. Et puis au bout d'un moment, il nous dit non mais le mandarin, qu'est-ce que c'est? Le mandarin, c'est une figure un petit peu emblématique qui fait peur, mais en réalité, c'est pas ça le vrai ennemi d'Iron Man. Et voilà, et c'est un film plein de second degré, Iron Man 3, et c'est un des derniers, si ce n'est le dernier film du Marvel Cinematic Universe que j'ai kiffé. Parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a un réalisateur derrière qui s'amuse à détricoter un petit peu ce qu'on aime, tout en nous faisant quand même un spectacle digne de ce qu'on est en droit d'attendre d'un film Iron Man. The Predator n'a pas été bien accueilli parce que, selon moi, vous l'avez accueilli comme un film d'action Predator.
ou un film d'horreur Predator. Alors qu'il fallait le voir comme une comédie parce que c'est un film de Shane Black. Je veux dire, les derniers films de Shane Black, c'est The Nice Guys, Iron Man 3, voilà, Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, et puis regardez ce qu'il a écrit, je veux dire, c'est évident. Et la scène du bus, je trouve, est hilarante, et les différentes scènes avec la scientifique sont hilarantes. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses très drôles dans The Predator. Alors voilà, clairement, il est pas parfait, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est bien, qu'il est vraiment bien. Le gros problème du film, selon moi, c'est les scènes d'action finales, justement parce que c'est pas un film d'action, qui devait pas être un film d'action. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite anecdote, ces scènes d'action ne sont pas filmées par Shane Black. Ça a été un reshoot des studios qui n'aimaient pas le fait que le film soit qu'une comédie. Et c'est pour ça qu'elle a l'air tellement imposée, qu'elle a l'air tellement balourde, qu'elle a l'air tellement mal foutue, cette scène d'action. Parce que le film n'était pas censé être un film d'action. C'était une comédie, Predator, une comédie. Je veux dire, il a foutu des prédachiens. Il a foutu des prédachiens. À quel moment vous pouvez prendre une seule seconde au sérieux un film où il y a des prédachiens? Des prédachiens que en plus on apprivoise parce qu'il y en a un qui se prend une balle dans la tête et du coup maintenant il est gentil. Ce film est une comédie. Et une bonne comédie, je suis désolé, ce qui ruine le film, c'est quand on essaye d'en faire autre chose qu'une comédie. The Predator est une bonne comédie, voyez The Predator comme une comédie, et vous kifferez The Predator, c'est un bon film, je suis désolé, je maintiens, c'est un bon film, The Predator est un bon film. Niquez-vous. Bon, maintenant entamons le top 3. Généralement, mes films préférés, les films que je retiens, c'est ceux qui me font ressentir des émotions pendant le film, ceux qui me font trembler, ceux qui me font réagir, beaucoup rire, mais vraiment beaucoup rire, qui me font pleurer, qui me mettent en transe, qui me mettent dans un état d'excitation, d'émotion intense. Et des films comme ça, bah, il n'en sort pas tous les ans. En 2017, il y a eu que quelques minutes après minuit. Parce que les numéro 2 et numéro 3 de mon top, aussi bons soient-ils, ne m'avaient pas vraiment fait ressentir de frissons. Des films comme ça, il y en a eu en 2015, c'était Mad Max, il y en a eu en 2013, c'était Gravity. Voilà, il y en a malgré tout, hein, mais c'est pas forcément monnaie courante. Alors ces films sont ceux qui s'en approchent le plus, qui le touchent du doigt, voire même qui y parviennent. Mon numéro 3 de ce top, c'est Bodied. Là encore, un film que j'ai vu quasiment juste avant de tourner Stop. Il a fallu que je lance le mois d'essai YouTube Premium pour le voir. Et je vous encourage à faire de même. Oui. Bon alors, Bodied. Qu'est-ce que c'est Bodied? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Bodied, c'est un film de Joseph Kahn, produit par Eminem, qui retrace un petit peu l'univers des battles de rap à travers l'histoire d'un jeune blanc issu de milieux aisés qui s'intéresse à la poésie et qui a dérivé assez vite vers les battles de rap et qui va commencer à en faire. Ça sent un peu le 8 Mile, effectivement, et pourtant c'est pas ça du tout. Le film m'a retourné. Je suis sorti du film totalement secoué. Je devais enchaîner sur un autre film, il m'a fallu 1 heure pour redescendre, analyser, digérer ce que je venais de voir, ce qui était pas forcément évident, et je me suis dit, ok, un film qui me fait cet effet-là, il faut le mettre dans le top. Si vous ne le saviez pas, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Moi, ça me plaît bien, les battles de rap, alors c'est vrai que je suis plus les battles mises en scène comme Epic Rap Battles of History, des vrais rap contenders un peu plus classiques, mais j'aime beaucoup ce goût de la punchline, de trouver le bon truc, etc. Je suis allé à un concert d'Epic Rap Battles of History à Paris, et c'était assez dingue comment on leur a donné à un moment ils ont fait de l'impro, on leur a donné 2 personnalités et ils ont réussi à improviser un truc assez rapidement, etc. C'était assez... Enfin moi je ressens de l'excitation quand je vois une battle de rap, quand je vois comment les punchlines s'enchaînent même quand elles sont préparées, etc. Il y a un côté assez jouissif. Et Bodied, c'est ça, c'est du jouissif. Le film commence tranquillement, sans prétention, il présente un petit jeune, un petit babtou fragile comme on dit, qui se retrouve à écrire une thèse sur les battles de rap et qui va un petit peu se renseigner, machin, etc. Et puis à un moment, concours de circonstances, il va se retrouver à devoir faire une battle de rap, ça va marcher, etc. Donc petit à petit, tu rentres dans le truc gentiment, etc. Et puis petit à petit, les battles s'enchaînent, les enjeux sont de plus en plus grands, etc. Et il y a ce final, oh mon dieu, ce final. La dernière demi-heure, c'est pas vous spoiler, la dernière demi-heure, c'est que du rap battle. Et c'est tellement fort, putain, mais je
Je tremblais, mais je tremblais littéralement pendant ce final. J'étais en mode, oh putain, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Oh pitié, faites qu'il le fait pas. Oh putain, il le fait. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh là là. Et cette fin, mon dieu, cette fin! Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans Bodied et il va falloir que j'arrive à faire le tour, ce qui est pas forcément évident, parce qu'encore une fois j'en sors. Certains vont peut-être dire que je manque de recul et peut-être que moi dans un mois je dirai oh non ce film est pas si bien, etc. machin, je sais pas. Mais il fallait que je le voie, il fallait que j'en parle parce qu'on m'a dit que j'aimerais et c'est vrai que j'aime beaucoup Bodied. En termes de mise en scène, il y a beaucoup de bonnes idées visuelles. Il y a certaines personnes qui ont parlé de Scott Pilgrim en disant que voilà il y a cet effet de mise en place, de mise en scène des combats, etc. Un peu comme les combats de boss dans Scott Pilgrim. Ce qui en soi n'est pas faux, effectivement, dans les battles de rap, il y a un petit peu ce côté-là. Et en parallèle, il y a ce côté nerveux, ce côté intense des battles, un peu comme quand on regarde vous savez, des films de sport où le dernier match est décisif, l'équipe doit se relever, le sort de l'équipe en dépend, et au final ils y arrivent, machin, etc. Et pour autant, le film tombe jamais dans le cliché. Le film a des personnages forts et aussi attachants que détestables. Encore une fois, je vais pas vous spoiler, mais il y a quand même un bon paquet de personnages dans le film qui sont pas positifs. Et ils sont mis en exergue d'une manière assez particulière. En fait, le film nous montre une galerie de personnages et il te montre pas vraiment comment dire... Il te montre pas vraiment de modèle à suivre, de porteur du message moral du film. J'ai l'impression que le message moral du film, c'était un petit peu confus à la sortie du film, j'en ai parlé avec d'autres personnes qui l'avaient vu, et j'ai l'impression que le message moral, il n'y a pas de message moral. Il y a un côté constat. Voilà ce qu'est le monde aujourd'hui, voilà qui sont les personnes qui peuplent notre monde aujourd'hui, le monde des battles de rap, mais pas que, et voilà ce que j'en pense, mais voilà, etc. Faites votre tambouille avec. C'est assez particulier, Bodied. C'est encore un peu confus pour moi, donc je m'excuse d'avance de pas être suffisamment précis, peut-être de pas savoir mettre les mots sur ce qui m'intéresse, je m'excuse d'avance, mais voilà, c'est un film qui m'a plu, ça c'est sûr. Et clairement, cette place cette place de numéro 3, peut-être dans quelques mois je vais la regretter, mais très sincèrement je pense pas. C'est un film qui m'a touché en plein cœur, parce que j'aime les battles de rap, parce que j'aime la jouissance que ça procure, j'aime les punchlines sont incroyables. Les punchlines de ce film sont incroyables. Et j'en profite pour faire la parenthèse, c'est assez compliqué de le voir en VOST. J'ai parlé dans le calendrier de l'Avent du cas The Social Network en disant que les sous-titres rendaient pas forcément justice au texte original. Là, les sous-titres français de YouTube sont totalement à la ramasse et ça fait partie des rares films pour lesquels il faudrait vraiment connaître l'anglais, comprendre l'anglais, etc. pour vraiment tout piger, parce qu'à mon avis là vous allez devoir repasser certaines punchlines pour bien tout comprendre, mais au pire c'est pas grave, vous vous laissez porter par le rythme, vous laissez porter par les réactions du public aussi, ça peut marcher, mais clairement voyez le film, quelle que soit la version, on s'en fout, voyez le film. Bon, numéro 2 maintenant, numéro 2 assez attendu, le numéro 2 c'est Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation, ou Spider-Man Into the Spider-Verse. Bon, ce film est génial. Commençons par une banalité, ce film est génial. Et je suis ravi de constater que ce n'est plus une découverte, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus, le web s'enjaille sur Spider-Man New Generation, les retours sont unanimes, je parle pas seulement de Rotten Tomatoes, je vois tout autour de moi, alors que ma timeline a l'habitude d'être plus divisée sur les films que j'aime. Là, on est clairement sur de l'unanimité. Spider-Man New Generation est un putain de film. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros depuis un très long moment, depuis Spider-Man 2, au moins. Certains me disent, et Logan, ouais, pour moi, Logan, je le vois pas vraiment comme un film de super-héros. C'est vrai que bon, je le mets à peu près à équivalent avec Logan, mais il a un truc en plus de Logan, mais j'y reviendrai. Donc déjà, c'est un très bon film, je suis ravi de voir qu'il fait l'unanimité. Je suis très triste qu'il se plante au box-office français, pas au box-office mondial, là ça marche, aux États-Unis ça marche, mais box-office français, on en parlait tout à l'heure, il y a cette idée, le film d'animation, le cinéma d'animation c'est pour les enfants, machin, etc. Il n'a pas été suffisamment marketé, je pense, suffisamment bien marketé, mais du coup voilà, il y a un côté, ça bite parce que ça trouve pas son public, ce qui me rend très triste. J'imagine que ça fait partie de ces films qui vont se refaire avec le temps, qui vont se refaire une répute, qui vont gagner un succès d'estime, qui va devenir un succès public en VOD, en DVD ou bien en téléchargement, peu importe. Mais voilà, je pense que c'est un film qui va, voilà. Mais surtout, je pense, et vous allez me dire, oh là là, t'exagères, mais non, si quand même, je pense que c'est un film qui va marquer l'histoire du cinéma. Plus qu'on ne le pense. On s'en rend pas encore forcément compte
aujourd'hui. Mais croyez-moi, on va en reparler de ce film. Et franchement, vous pouvez me faire confiance, je disais ça au moment de la sortie de Fury Road, et aujourd'hui Fury Road, tout le monde continue d'en parler, il est dans certains bouquins de cinéma, tout le monde a piqué le plan du Maelstrom dans plein de bandes annonces, Mortal Engines, etc. Donc voilà, je veux dire, clairement, Fury Road a marqué l'histoire du cinéma alors qu'il est sorti il y a 3 ans. Je pense que Into the Spider-Verse va redistribuer pas mal de cartes. D'abord en termes d'animation, et là je vais enfoncer une porte ouverte, mais il faut le dire, c'est beau. C'est putain de beau. Je parle pas seulement des effets visuels, je parle pas seulement de la mise en scène très comic books, etc. Je parle pas seulement de cette sensation que beaucoup de lecteurs de comics ont eu de enfin voir un comics s'animer sur grand écran. Moi je lis pas beaucoup de comics donc je pourrais pas m'exprimer sur le sujet, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Enfin l'impression de voir un vrai comic book movie, un film qui a compris le support comic book. Peut-être, vous me direz, mais je parle pas seulement de ça, je parle de l'animation. Je vais mettre en description plusieurs articles qui en parlent mieux que moi, clairement je suis pas suffisamment calé sur le sujet, mais pour ce film, Spider-Man New Generation, des nouvelles techniques, des nouveaux logiciels d'animation ont été mis en place en s'inspirant de l'animation traditionnelle tombée en désuétude. Et le rendu est fantastique. Il y a ce côté stop motion. Alors j'ai vu des commentaires ultra cyniques en mode ouais, qu'est-ce que c'est que ces films en 15 fps, pourquoi je regarderais des films en 15 fps alors qu'aujourd'hui on peut faire fluide. Tu peux appliquer ça à Roma aussi si tu veux. Bon, pourquoi j'irais voir des films en noir et blanc alors qu'aujourd'hui on filme en couleur. Ni. Pardon, je suis violent, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, voilà. Ce procédé d'animation, il est parfait tel qu'il est utilisé dans Spider-Man Spider-Verse. Il y a ce côté stop motion qu'on retrouvait déjà dans... ça m'y fait penser, qu'on retrouvait déjà dans la Grande Aventure Lego. La Grande Aventure Lego, je me souviens qu'à sa sortie, il y a des magazines généralistes peu informés, mal informés ou qui ne vérifiaient pas suffisamment leurs sources, qui ont dit waouh, c'est incroyable le film en stop motion, il a fallu tant de briques Lego pour machin, en croyant vraiment que le film était un film en stop motion, ce qu'il n'est évidemment pas. Et le nombre de briques Lego, c'était un nombre que les animateurs ont fourni en disant si on l'avait fait en vrai briques Lego, ça aurait utilisé l'équivalent de tant de briques Lego. Mais voilà, il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était du stop motion, et ben voilà, Spider-Man Spider-Verse c'est quelque chose d'assez dingue, ça sert totalement le film, ça sert son propos, ça sert son style, etc. On n'est pas dans de l'artifice visuel. En termes de thématique, c'est enfin un film de super-héros qui parle bien de super-héros, qui parle bien des responsabilités, qui parle bien d'être un héros, machin, etc. On n'avait pas vu ça depuis les Spider-Man de Sam Raimi, je suis désolé, je caricature un peu, mais voilà, c'est vrai que les Marvel, les derniers Marvel, etc., on est plus sur de la... Je saurais pas dire c'est quoi les thématiques des Marvel récents. Vous savez c'est quoi vous les thématiques des Marvel récents? En tout cas, Spider-Man Into the Spider-Verse n'a jamais aussi bien exploité l'univers de Spider-Man depuis Spider-Man 2, encore une fois on y revient, mais Spider-Man 2 pour moi c'est vraiment un maître étalon du film de super-héros. L'histoire est cool, les personnages sont cool, les personnages sont attachants, les personnages sont pas clichés, je veux dire... tous les personnages sont humains, tous les personnages sont crédibles, tous les personnages sont surprenants. Tout ce qui se passe dans ce film est surprenant, on n'est pas sur une intrigue cousue de fil blanc, on connaît le point A, on connaît le point B, etc. Ça utilise très intelligemment les multivers, et pourtant moi généralement je suis pas fan des trucs univers parallèles, machin, etc. Mais là c'est vraiment brillamment utilisé, ça fait intervenir des personnages absolument géniaux, le fameux Peter Parker, Cadra avec un bide, et Mary Jane, il vit séparé de Mary Jane parce qu'elle voulait un mot mais lui non. Voilà, Gwen, etc. Il y a beaucoup de choses très réussies dans ce film en termes d'écriture. Donc visuellement c'est un carton, en termes d'écriture c'est un carton, la musique est cool, la mise en scène, mais putain, je parlais de visuel en parlant d'animation, en parlant de style, etc. Mais même en termes de mise en scène, j'ai vu des choses dans ce film que je n'avais jamais vues au cinéma. Sincèrement. Vous dites oh là là, il en fait beaucoup, etc. La scène finale, le combat final... comment dire, de spaghetti bolo de multivers, vous avez déjà vu ça au cinéma? Aussi bien foutu, je veux dire? Parce que c'est ça qui est dingue, c'est un gigantesque gloubi-boulga, et quand je dis ça, j'ai l'impression de donner l'idée que c'est bordélique, et ça ne l'est pas. C'est ça qui est brillant dans cette scène finale, c'est que
c'est ultra lisible. J'ai jamais vu un film de super-héros aussi lisible depuis un bon bout de temps. Encore une fois, Spider-Man 2, putain de merde. Et d'ailleurs, ça me fait ultra plaisir que le film hurle son amour à la trilogie de Raimi plutôt qu'aux opus de Webb et à Homecoming. Clairement, on est sur des gens qui aiment la trilogie de Raimi. Donc c'est ultra lisible en termes de mise en scène. Et puis il y a des scènes absolument fabuleuses. La scène où Miles saute du toit, fait se jette dans le vide, littéralement, voilà. C'est ouf. Moi j'avais des frissons au cinéma. J'étais en mode, oh putain, qu'est-ce que je suis en train de voir, c'est génial. Donc Spider-Verse, brillant en termes d'écriture, brillant en termes de mise en scène, brillant visuellement, brillant techniquement. Encore une fois, des nouvelles techniques d'animation ont été mises en place, des techniques qui sont en train d'être brevetées par Sony, ce qui je trouve est une grosse connerie, mais bon, c'est pas grave. Bref, Spider-Verse avait tout pour être premier. Il aurait pu être premier. Mais d'une part, ça me gênait un peu... c'est con, mais ça me gênait un peu de mettre un film de super-héros premier, aussi bon, aussi incroyable soit-il, alors que je passe mon temps à vous faire la morale sur les films Marvel, etc. machin. Certes, ce film Spider-Verse ne sort pas d'une démarche cynique de studio. Sony ne croyait pas du tout au projet. Ça a vraiment été porté par Lord et Miller. Encore eux, et par les réalisateurs, évidemment, je les oublie pas, hein, mais c'est vrai que Lord et Miller ont une part importante dans le processus. Mais surtout, je voulais laisser la première place à un film où je suis sorti de la salle en sautillant avec un sourire jusqu'aux oreilles, j'étais surexcité, j'étais hystérique et j'étais en mode putain ce film est génial, et je suis retourné le voir et j'ai eu la chance de retourner le voir. Et vous n'aurez pas cette chance, je suis désolé, a priori c'est mort. Ce qui me rend très triste, mais du coup ça me fait encore plus plaisir de vous en parler. Si jamais vous avez l'occasion de le trouver ripé sur un site de torrent, j'en ai rien à foutre, prenez-le, voyez-le, ce film est génial, ce film c'est 2.0. Ah, 2.0, putain, qu'est-ce que j'ai kiffé ce film. Ah, mon Dieu, quel pied interstellaire. Rien que d'y repenser, j'ai à nouveau des étoiles dans les yeux, putain, c'était trop bien. Bon, alors, 2.0, c'est le nouveau film de S. Shankar, qui est le réalisateur du film I, dont je vous avais parlé en 2015, qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais découvert à Hallucination Collective, qui était incroyable. Et c'est la suite d'un autre film qui s'appelait Robot, je crois, enfin, il avait un nom tamoul qui m'échappe. Mais du coup, c'est la suite de ce film avec Chete, qui était le robot du premier. Qui est maintenant hors service à cause des événements du premier film. Enfin voilà, c'est assez compréhensible même pour quelqu'un qui a pas vu le premier film, hein, je précise. C'est pas évident de raconter l'histoire du film parce que le film arpente plusieurs genres. On a du slasher, on a du film politique, on a du film d'action, on a du méca. C'est très très cool comme film, je sais pas par où commencer. Bon, le pitch, déjà, pour commencer, c'est plus simple. Un jour, tous les portables d'Inde, enfin de la ville, c'est pas une ville définie je crois, mais voilà, tous les portables de cette ville s'envolent, disparaissent, etc. Voilà, et sont emportés dans le ciel. Alors on recommande des nouveaux portables, il arrive la même chose, etc. Et on comprend pas d'où ça vient. Le scientifique très connu du premier opus propose de réactiver Chete et les gens sont pas forcément chauds. Et en parallèle, plusieurs personnes qui ont un rapport avec les téléphones portables, que ce soit les vendeurs, les possesseurs d'antennes, les fournisseurs, le ministère de la télécommunication, machin, etc. Tous sont tués de manière excessivement originale, excessivement inventive, par des téléphones portables. J'ai retrouvé dans ce film beaucoup de choses que j'avais aimées dans I. C'est pas le même film que I. Je pense que je préfère quand même un petit peu I, parce que I est plus complet. I parle de plus de choses, il a plus de, il arpente plus de genres différents, il est plus riche en termes de mise en scène, en termes de cinématographie, il y a plus de numéros musicaux, c'est con, mais voilà, j'aimais bien les numéros musicaux de I. Il y en a pas dans 2.0, il y a le numéro musical final, mais sinon il y en a pas. Ce qui fait très bizarre, on va pas se mentir. Donc ouais, I est peut-être plus complet, mais 2.0 est plus engagé. Dans tous les cas, le ressenti que j'ai eu en ressortant de ce film, en plus de l'excitation et de « oh mon dieu, c'était trop cool », c'était quelque chose que je ressentais déjà à la sortie de I, c'est bordel, pourquoi on ne fait pas des films comme ça en Occident. Ce qui fait la force du cinéma indien, je trouve, en tout cas pour nous, publics occidentaux, c'est que ils ont pas nos...
ils n'ont pas nos interdits culturels, ils n'ont pas nos barrières, ils n'ont pas nos codes de ridicule, je ne sais pas comment le dire, mais face à différents éléments du scénario, etc., machin, il y a deux réactions. Soit on les prend tels quels et on se dit « Oh putain, c'est génial, mais pourquoi on fait pas ça ?» Soit on se dit « Oh là là, c'est nanar ». Ce que je trouve dommage, c'est que voilà, si on voyait ce qu'on voit dans ce film, dans un film occidental, les gens diraient « C'est nanar ». Et je trouve ça dommage parce que ce film a beaucoup de choses à offrir à travers ses thématiques et ses éléments de scénario qui peuvent sembler ridicules à quelqu'un qui a pas forcément envie de s'investir dans le film, qui va regarder ça avec peut-être un peu de dédain, pas forcément consciemment, hein, mais quelqu'un qui va peut-être regarder ça de son œil d'occidental appuyé sur ses convictions et qui va se dire « Oh, c'est n'importe quoi ». J'ai l'impression que le public indien se pose pas ce genre de questions. J'ai l'impression que le public indien kiffe le film, point barre. Il y a tellement de choses inventives dans le film, tellement de choses et pourtant un spectateur occidental qui verrait ça se dirait mais c'est n'importe quoi. Alors que ça ne l'est pas. Le film m'a surpris de bout en bout et vraiment je trépignais sur ma chaise pendant tout le dernier acte du film, tout le dernier tiers, j'étais en mode oh, putain c'est trop génial ce qu'on me propose. Et ce qui fait la force de ces scènes, ce qui fait la force du cinéma indien encore une fois de manière générale, c'est qu'ils y croient. Ils font ça au premier degré. Et à jamais, il y a cette petite moquerie qu'on voit dans le cinéma occidental. Vous voyez, notamment dans les films de super-héros. À chaque fois qu'il y a un truc un petit peu, voilà, qui vient des comics et qui est un peu surnaturel, etc. Il y a toujours ce petit clin d'œil au spectateur en mode c'est n'importe quoi, hein. Ah franchement c'est n'importe quoi. Ce manque de confiance en soi, cette envie de pas assumer ce qu'on propose, un défaut que justement Spider-Verse n'a pas, entre guillemets, pour revenir à Spider-Verse. Mais bref, il y a toujours dans les films occidentaux où il y a un élément surnaturel, ce petit clin d'œil en mode oh c'est vraiment n'importe quoi, si on était dans un film j'y croirais pas, machin, etc. Et non, pas dans AI, pas dans 2.0, les Indiens, le cinéma indien, en tout cas le cinéma de Shankar, encore une fois, j'ai pas une grande expérience du cinéma bollywoodien, mais le cinéma de Shankar, il y croit quand il propose ces scènes. Quand il propose un gigantesque oiseau fait de millions de téléphones, possédé par des esprits oiseaux, des esprits d'oiseaux, tous morts à cause des ondes téléphoniques. Et lui, il y croit. Il y a plein de propositions de mise en scène qui sont géniales dans ce film et quand je les voyais, je me disais mais pourquoi on nous propose pas ça dans le cinéma occidental? J'ai parlé des morts par téléphone portable évidemment qui sont super inventives, mais même j'ai pas encore parlé de la 3D. La 3D est super bien dans ce film. Bon, vous aurez pas l'occasion de le voir en 3D, mais voilà, je vous le dis moi qui l'ai vu en 3D. La 3D est super bien et je veux dire, commencer son film en nous proposant un plan en extrême contre-plongée d'un gars qui se pend et les pieds du pendu viennent transpercer l'écran, même chez les réalisateurs les plus inventifs et les plus confiants à la 3D comme Cameron et Jackson et qui tu veux, il y a pas ça, on nous propose pas ça, parce qu'on a peur du ridicule ou que sais-je, on a nos interdits, et non, Shankar il s'en fout. Il a une limite, il la défonce, il s'en bat les couilles. Pourquoi je m'énerve comme ça? Parlons plus posément du film. Le film a plein d'idées de mise en scène, le film est assez engagé aussi, puisqu'il parle d'un vrai problème derrière son méchant un petit peu machiavélique, etc. Le méchant expose un vrai problème, et d'ailleurs la morale du film c'est, oui le méchant est méchant, oui il a fait du mal à des innocents, machin, etc. Mais il a pas tort sur le fond, et peut-être qu'on devrait agir et changer notre manière de voir les choses, de faire les choses, etc. Donc mine de rien, ça soulève un problème important en Inde, et c'est vrai que le problème qui est soulevé par le méchant existe et est réel en Inde. Et il y a toute la séquence où le méchant explique ce qui lui arrive, etc. Et encore une fois, c'est très fort. Je vais vous spoiler une scène du film, mais tant pis, c'est pas grave, de toute manière, encore une fois, ça va être compliqué pour vous de le voir. Mais j'essaye de vous transmettre mon enthousiasme pour ce film. En gros, le méchant du film est peiné de voir que les ondes des portables, de plus en plus omniprésentes et dangereuses en Inde, rendent les oiseaux fous et au final ils meurent. Et il y a une scène du film où un oiseau qui aimait bien meurt. Alors il recueille son cadavre, il fait un trou dans la terre, il met le cadavre, il remet un petit morceau de terre, il pose une petite fleur blanche et il s'agenouille. Et ensuite, il y a plusieurs scènes où il va voir des responsables téléphoniques, etc. Les gens qui vont mourir du portable, qui rient au nez du mec, n'importe quoi, on va pas se passer de portable, blablabla, etc. Et à la fin de cette séquence, tu vois le mec agenouillé dans son jardin, et le petit tas
le petit tas de terre avec la petite fleur blanche, il y a un long dézoom, un long travelling arrière, et tu vois son jardin rempli de ces petites tombes. Et cette image est d'une violence. Alors voilà, j'ai pas envie non plus de tout vous spoiler, j'ai pas envie de vous parler de tout, mais voilà, les personnages sont super cool. On retrouve Amy Jackson qu'on avait dans High, et ça fait super plaisir. On a ce gentil Chitty qui à un moment voilà va devenir 2.0, c'est le titre du film, et il va devenir assez insupportable et en même temps assez rigolo. Le méchant a une classe. Le méchant a une classe, voilà, et le pire c'est que voilà, il a vraiment deux formes ce méchant, il a la forme gentil petit vieux, qui me fait beaucoup penser à Miyazaki dans son look, et il passe à grand méchant avec une classe, putain, oh là là, mais c'est formidable. Le film est plein d'humour, la musique est cool, enfin voilà, je vous en ai diffusé un bout, mais voilà, mais moi je kiffe la musique, toujours de ce même compositeur oscarisé. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce film, enfin je sais pas pourquoi je dis il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce film, tout me plaît dans ce film. L'ambition, la manière dont c'est mis en scène, la manière de braver les interdits, la manière dont on n'a rien à foutre et on fait ce qu'on veut et on croit en ce qu'on veut, on croit en ce qu'on propose, on croit en notre méchant, on croit en son message. C'est engagé, c'est un film engagé, c'est un film qui utilise brillamment la 3D, c'est un film avec une super musique, des super personnages, qui est drôle, qui t'en fout plein la gueule. Putain, j'aime ce film. Voyez-le si vous avez l'occasion. 2.0, c'est mon coup de cœur de l'année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo au cinéma de l'année, merci de l'avoir regardé. La liste complète de mon palmarès 2018 est dispo sur Sens Critique, il y aura un lien dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Sens Critique si vous êtes inscrit sur le site. Vous pourrez voir pour l'année 2019 mon classement a évolué directement en temps réel. Et puis vous pourrez suivre d'autres petits trucs et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. On parlera cinéma, on parlera doublage, on parlera DVD, comme d'habitude. Ciao! सुन तो मैकेनिकल सुंदरी है तेरे ही करंट से मैं जागा प्रिय दिल में